Je voudrais d'abord remercier le professeur Belkhadé pour son invitation à participer à votre réunion. Je crois que les diabétologues et les cardiologues sont ceux qui sont le plus intéressés par le risque cardiovasculaire. Et donc, je n'ai pas la prétention de vous apprendre des choses nouvelles, mais plutôt d'essayer de partager avec vous un regard différent sur la prise en charge du risque cardiovasculaire. Alors, je vais surtout parler de prévention. La prévention, vous la connaissez. Tous les médecins font de la prévention tertiaire. Nous recevons des malades, nous faisons le diagnostic et nous donnons des traitements qui ont pour but de stabiliser la pathologie et de prévenir les complications. Certains bons médecins font de la prévention secondaire, ça veut dire qu'ils anticipent les complications à venir. Et quant à ce qui concerne la prévention primaire, ça ne relève pas habituellement du médecin dans son cabinet de travail, ça relève davantage des autorités de santé publique que de la pratique quotidienne. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors la prévention individuelle, nous la faisons au cabinet dans la relation patient-médecin. Nous lui expliquons un certain nombre de choses, mais étant donné la densité des gens que nous soignons et la file d'attente habituelle, nous passons très vite sur le volet prévention et conseils hygiéno-diététiques, etc. Et donc, je ne rajoute pas quelque chose de spécial en vous disant que généralement le résultat est plutôt mauvais. La prévention collective, c'est ce que devrait faire l'État, puisque la prévention est beaucoup moins coûteuse que le soin. Malheureusement, on constate dans la plupart des pays que la prévention est le parent pauvre. Et en ce qui concerne le Maroc, par exemple, le budget du ministère de la Santé en ce qui concerne la prévention est de 2% du budget global, ce qui est très faible et qui ne permet pas d'avoir des actions soutenues dans le temps. Alors la prévention primordiale, ce serait l'idéal, ça veut dire d'inculquer aux gens un mode de vie sain qui prévient la survenue de la maladie. Malheureusement, dans la société de consommation que nous vivons, société de fast-food, société de médias qui encouragent la sédentarité, la plupart des références que nous préconisons en tant que médecins sont oubliées. Alors je passe aux facteurs de risque. Et là aussi, c'est des choses que vous connaissez très bien, des facteurs de risque non modifiables, des facteurs de risque modifiables sur lesquels nous pouvons agir, tels la nutrition, l'obésité, la sédentarité, etc. À côté de ça, il y a des pathologies associées. L'hypertension ou le diabète sont des pathologies, mais sont aussi des facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, nous devons les prendre en charge dans le cadre de la prévention du risque cardiovasculaire. Nous avons des marqueurs de risque qui permettent, dans les cas difficiles, d'essayer de trouver des marqueurs précliniques, ça veut dire avant l'arrivée. Tout à l'heure, le professeur Alami a parlé du score calcique. À côté de ça, il y a d'autres facteurs que nous pouvons utiliser. Alors, il y a bien sûr beaucoup de données qui parlent d'imagerie, qui parlent de recherche biologique de pointe, mais on oublie des choses élémentaires comme le rapport taille-hanche. C'est une enquête qui avait été faite par le ministère de la Santé marocain en l'an 2000 et parmi les paramètres que nous avons sortis, c'est le rapport taille-hanche chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, un rapport anormal était trouvé chez 5%. L'HTA est doublé chez ceux qui ont un rapport élevé. Le diabète est multiplié par 3, l'hypercholestérolémie aussi. Et quand on regarde chez la femme, un rapport anormal est trouvé chez 40% des femmes avec les mêmes résultats. Ça veut dire une HTA doublée, un diabète multiplié par 3 ou 4 et une hypercholestérolémie plus importante. Et donc, le simple fait de faire cette mesure, vous voyez ici la droite de corrélation entre la glycémie et les mensurations, poids, tour de taille, tour de hanche, et sur la suivante, le cholestérol,
l'IMC, tour de taille, tour de hanche, et vous voyez que les droites de corrélation sont statistiquement significatives. Voilà un geste simple que tout le monde peut faire lors de la consultation, qui prend 30 secondes, qui ne coûte absolument rien et qui vous renseigne déjà sur le risque cardiovasculaire de votre patient. Alors, quand on regarde l'impact des différents facteurs, l'athérosclérose résulte d'une mosaïque de facteurs. Et donc, il est très difficile de se baser sur les facteurs isolément. Chaque facteur a un poids différent, les combinaisons sont infinies chez les patients et le risque ne correspond pas à la somme arithmétique. C'est pour ça qu'il est intéressant d'évaluer le risque individuel et global de chaque malade. Et pour cela, on utilise des calculateurs de risque. Le premier était Framingham, l'un des derniers est SCORE, et il y en a eu un certain nombre entre-temps. Que peut faire le facteur de risque? Il va vous donner une gradation entre risque faible, risque moyen et risque élevé. Prenons l'exemple d'un homme de 55 ans qui a une tension normale, un profil lipidique normal. Il va avoir un risque calculé de 5%, ce qui le met dans la zone basse. S'il a 70 ans, il est à 12% déjà dans le risque intermédiaire. Et regardez ce qui arrive quand on manipule un certain nombre de facteurs. Ici, je touche au bilan lipidique. Ça veut dire le HDL est bas, les triglycérides sont élevés, ce qui est le profil que vous avez habituellement chez des patients en syndrome métabolique ou dans le diabète. Et vous voyez que le risque est déjà multiplié par 3. Il passe de 5 à 15 ou de 12 à 32. Rajoutez encore l'hérédité familiale, le diabète, le tabagisme, et vous passez à des références qui se situent dans le haut risque. Et maintenant, si j'associe tous les facteurs, je passe de 5 à 50, ça veut dire que j'ai multiplié le risque par 10. Cet homme de 55 ans a un risque qui est le double d'un homme de 70 ans. Et donc, nous travaillons de manière intuitive sur nos patients. Nous évaluons le risque de manière globale, mais très souvent nous nous trompons. Il y a eu des études qui ont été faites pour voir comment les médecins gradaient le risque et on s'est rendu compte que 50% des patients étaient mal positionnés. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que quand vous avez un patient à un risque très élevé, c'est évident, et vous allez le traiter de manière adéquate. Quand le patient est à risque faible, on va conseiller d'abord des modifications du comportement. Mais quand il est dans le risque intermédiaire, c'est là où la classification va permettre de le monter vers le haut risque et d'adapter le traitement en fonction du risque, ou au contraire de baisser et d'éviter l'escalade thérapeutique qui est parfois abusive chez certains patients. SCORE est la référence en Europe. Il y a 2 variantes avec un score pays du Nord, risque élevé, pays du Sud, risque faible. Il est adapté à la population, il est facile à utiliser. L'évaluation est objective et il prend en compte la nature multifactorielle. Par contre, il ne permet d'estimer que le décès et non pas le risque d'événement fatal ou non fatal. Il est adapté aux populations, mais pas aux ethnies. Et l'âge est limité à 65 ans. Voilà les 2 diagrammes pour score à risque élevé et à risque faible. Vous voyez que le vert remonte progressivement dans le score à risque faible. Alors, on arrive à la classification des sujets en fonction du risque et on distingue 4 groupes: très haut risque, risque élevé, risque intermédiaire et risque faible. Le très haut risque est facile à identifier. C'est une atteinte cardiovasculaire documentée, ça veut dire des antécédents d'infarctus du myocarde, d'angioplastie, d'accident vasculaire cérébral, etc. C'est un diabète ancien avec lésion des organes cibles ou bien une atteinte rénale sévère, stade 3. Le haut risque, c'est un score entre 5 et 10%. Il y a un facteur de risque unique parfois, mais il est très sévère. Soit l'HTA très élevé, soit l'hypercholestérolémie familiale, ou bien un diabète ou une atteinte rénale modérée. Le groupe intermédiaire, le score est entre 1 et 5%. C'est là où beaucoup de nos sujets se trouvent. Et enfin, le score faible est inférieur à 1%. Et sur cette diapositive, vous voyez l'approche en fonction de la distribution des facteurs de risque
et du score calculé. Alors, la prise en charge des patients à risque cardiovasculaire. Vous avez les 3 pathologies qui sont à l'origine, ça veut dire l'hypertension, le diabète, la dyslipémie. Nous avons pour ces 3 pathologies une approche thérapeutique efficace, une pharmacothérapie très riche. Par contre, quand on passe aux autres facteurs, ça veut dire le tabagisme, l'obésité, la sédentarité, etc., ce sont des problèmes qui sont difficiles à prendre en charge. 1, parce que le médecin n'est pas formé pour cette approche. 2, parce qu'il n'y a pas de traitement qui va être prescrit de manière simple et qui va contrôler l'obésité ou permettre aux patients de ne pas fumer. 3, parce que ce sont ce qu'on appelle des maladies civilisationnelles. Le fumeur fume depuis 20, 25, 30 ans avant d'arriver chez vous et il est très difficile de lui dire du jour au lendemain, vous allez arrêter. Si vous prenez une femme avec un IMC de 35 ou 40, à part la chirurgie, vous n'arriverez pas à lui faire perdre le poids excessif qu'elle a. Et donc, ce problème de prise en charge des facteurs du risque qui sont à l'origine du risque cardiovasculaire devrait être scindé en 2 groupes. Les facteurs du haut, qui sont des facteurs médicaux pour lesquels nous avons une approche et qui devraient être pris en charge par le médecin à tous les niveaux, généralistes, spécialistes, etc. Et les facteurs civilisationnels qui, eux, relèvent d'une approche multidisciplinaire dans des centres de référence dans lesquels vous aurez à la fois le nutritionniste, le psychologue, le tabacologue, etc., et qui permettent le suivi au long cours. Parce que pour modifier un comportement acquis depuis des décennies, il faut un cheminement, il faut du temps, il faut une répétition des consultations que le médecin praticien n'a pas le temps ni la possibilité de faire. Alors, quel est le rôle du médecin? Bien sûr, de rechercher les facteurs de risque, de les évaluer et de faire la prise en charge adaptée. Que veut dire le mot adapté? C'est que elle sera d'autant plus agressive que le risque est élevé. L'étude Value, qui date de quelques années, avait montré qu'entre le traitement efficace et le placebo, on voyait déjà une différence au bout d'1 mois. Et donc, le fait de perdre du temps chez le sujet à risque ou à risque très élevé va augmenter son risque de faire un accident. Par contre, quand on est dans le risque intermédiaire ou dans le risque bas, on peut donner des conseils et prendre le temps de recontrôler le patient. Je ne peux pas venir dans un congrès de diabétologie sans parler de la relation diabète et risque cardiovasculaire. On sait aujourd'hui de manière certaine qu'une des meilleures manières de prévenir le risque cardiovasculaire chez le diabétique, c'est une détection précoce du diabète et un traitement adapté précoce qui permet à moyen ou à long terme de diminuer le risque cardiovasculaire. Cela veut dire 2 choses. Ça veut dire un dépistage chez les patients à risque. Ça veut dire aussi un dépistage chez la fratrie ou les ascendants. Je ne suis pas sûr que cette 2e approche soit systématiquement pratiquée devant tout diabétique où on recherche systématiquement une glycémie légèrement élevée dans la zone du prédiabète chez les enfants ou chez les ascendants. Quand on a voulu discuter risque cardiovasculaire et diabète, la tendance logique et naturelle a été d'essayer d'imposer un contrôle glycémique strict. Cette tendance a été tentée avec 2 résultats. Le premier, c'est qu'elle peut être efficace sur la microangiopathie. Le deuxième, c'est qu'elle expose à des risques d'hypoglycémie sévère qui eux-mêmes sont délétères. Et de ce fait, on est revenu de l'approche glycémie stricte pour contrôler le risque cardiovasculaire. On le contrôle plutôt par le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire habituels. Alors, il y a les nouvelles molécules, les nouveaux antidiabétiques oraux, bien qu'ils existent maintenant depuis un certain temps. Et vous vous souvenez de la glitazone qui avait montré un risque cardiovasculaire augmenté. Et donc, tout le problème de ces nouveaux antidiabétiques a été de s'assurer de la sécurité cardiovasculaire. Et donc, tous les essais qui ont été faits par la suite ont cherché à montrer soit la neutralité cardiovasculaire, soit une amélioration. Et par exemple, les inhibiteurs de la DPP4 montrent une neutralité cardiovasculaire
alors que le liraglutide, les inhibiteurs de la SGLT2 ont montré une amélioration du risque cardiovasculaire avec régression des événements de 15 à 22%. Et donc nous avons là, désolé pour les diapositives nous avons là de nouveaux médicaments qui ouvrent une nouvelle page dans le chapitre du traitement du diabétique et du risque cardiovasculaire et qui permettent non seulement d'obtenir un contrôle glycémique avec un risque d'hypoglycémie très nettement diminué ou absent et qui permettent de diminuer le risque cardiovasculaire, qui permettent aussi une néphroprotection. Et donc, vous voilà une diapositive, je crois que vous l'avez déjà vue tout à l'heure, qui montre ces nouveaux antidiabétiques oraux et les enquêtes qui sont faites à droite. Beaucoup d'entre elles ont donné leurs résultats, Lampareg, le Leader, etc., avec des promesses très intéressantes. Reste à savoir maintenant s'il s'agit de phénomènes de classe ou s'il s'agit de phénomènes liés à des molécules spécifiques et de fournir les limites de leur utilisation, de les faire rentrer dans le schéma habituel de prise en charge et surtout de régler le coût qui est multiplié par 10 par rapport aux antidiabétiques oraux classiques. Je vous remercie de votre attention.